Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, emplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait instruit les cœurs de vos fidèles à la lumière du Saint-Esprit, de nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les corps intermédiaires. Voilà une notion très intéressante qui a été évidemment, comme toutes les autres, totalement galvaudée et inversée par la Révolution. Nous allons donc pouvoir montrer comment, en partant du mythe révolutionnaire d'un individu qui naît orphelin et qui doit se protéger face à un État ogre tout-puissant, il est prétendu qu'en vertu d'un contrat social à la Rousseau, passé positivement, des entités déifiées ont été créées qui prétendent se charger de ces fonctions intermédiaires, comme l'école laïque et obligatoire, les syndicats, évidemment gauchisants, les partis politiques et toutes leurs magouilles, là où on peut voir que malheureusement, tous les animateurs et les responsables sont de vrais ratés qui n'ont rien réussi de leur vie, ni exercé la moindre formation, ni métier, ni rien réussi nulle part. Solvay et de Coagula, la Révolution détruit toutes les réalités et tous les liens naturels et veut leur substituer des créations de son cru totalement artificielles et arbitraires. Il en résulte donc des dissociétés, c'est-à-dire des choses coagulées qui sont l'inverse d'une société où les gens ont des liens naturels et des solidarités naturelles entre eux. Et donc cet homme artificiel avec un pseudo-contrat social, on n'a jamais vu un nouveau-né passer un contrat social avec ses parents pour dire bah, vous me nourrissez, moi en échange je vous reconnais des droits. C'est plutôt les parents qui ont le devoir de nourrir le gosse et le gosse qui a le devoir de bien grandir, grossir et respecter ses parents. Donc il y a une opposition totale entre la réalité de liens naturels familiaux notamment et un homme artificiel qui n'existe pas. Et en pratique, en fait, l'homme ne naît pas sujet de droit, mais il naît plutôt avec des obligations. Et c'est parce que les uns ont des devoirs que les autres en face ont des droits. C'est parce que, par exemple, l'enfant qui est conçu, ses parents ont le devoir d'amener sa conception à terme, qu'en face, le bébé a un droit à la vie. Sinon, il n'aurait pas de droit à la vie s'il n'y avait pas en face le devoir de respecter la vie conçue. Et tout est à l'avenant. Le pauvre apprenti a droit à recevoir une formation et un petit pécule parce qu'en face il y a son patron qui a le devoir de l'enseigner et de le rétribuer pour l'aide qu'il lui apporte. De la même façon qu'il y a des devoirs réciproques, l'apprenti évidemment doit respecter son patron et faire consciencieusement le travail qui lui est demandé. Donc on peut revenir quand même à un petit rappel définitoire, si je puis dire. Un corps intermédiaire, c'est par nature quelque chose d'organique, de naturel, puisqu'un corps ça n'existe pas de façon artificielle. Et entre les corps eux-mêmes, il y a des relations qui sont naturelles et qui ne peuvent exister que si les gens sont naturels et vivants. Et on n'a jamais vu de relation organique entre des membres qui n'existent pas, qui sont morts, qui sont des cadavres. Donc c'est important d'avoir cette notion de vivant et de naturel, parce que dans la réalité, eh bien, les faits réels, la loi naturelle nous montre que les vrais corps intermédiaires existent naturellement et qu'ils exercent chacun dans leur ordre et dans leur domaine, en vertu du principe de subsidiarité, leurs effets bienfaisants. Donc dans l'ordre, on peut citer les familles, les métiers, les communautés de clercs, les communautés nobles. Je prends l'exemple de l'Ancien Régime parce que, évidemment, c'était une société relativement parfaite et donc elle peut servir de modèle pour la résurrection que nous aurons à mener après. Et donc les communautés, donc je continue, les communautés bourgeoises et les communautés diverses et variées comme les confréries et les sociétés. Donc si on reprend chacune de ces types de communautés naturelles, eh bien je les ai prises dans l'ordre parce que lorsqu'un homme vient au monde, il ne vient pas au monde dans un syndicat ou dans un groupuscule avec lequel il fait un contrat social à la Rousseau, mais il naît dans une famille qu'il ne choisit pas, dans laquelle il n'y a pas de contrat social, dans lequel il y a déjà une foi, une culture, une nourriture, un certain type de santé, une certaine éducation qui lui sont données, et qui lui sont données très spontanément, très naturellement, puisque c'est le devoir des parents que de transmettre ce qu'ils ont reçu. C'est le devoir d'un parent
parent de nourrir son enfant, et c'est le devoir d'un parent de lui transmettre dans l'ordre foi, culture, nourriture, santé, éducation. Éducation, encore une fois, pour revenir aux choses naturelles, l'éducation revient évidemment aux parents. Les enfants ne sont nullement ni les sujets ni les produits de la société, mais ils sont les produits de l'amour des parents, et donc ils ne peuvent pas être autre chose que aidés, entourés et grandis et nourris par leurs propres parents. Donc il faut mesurer là, évidemment, toute la malignité des propos de, je crois que c'était le ministre Rossignol qui avait prétendu que l'enfant appartient à l'État. Hein, et de Najat ou d'autres qui veulent arracher l'enfant à ses parents pour pouvoir mieux le formater. Je crois que c'est aussi Payon qui avait sorti ça. Donc c'est évidemment insupportable. Et encore une fois, c'est pour dire que le lien du petit enfant qui vient au monde, c'est pas un lien de contrat social à la Rousseau, ce sur quoi on a basé les sociétés dites modernes, mais c'est bien un lien naturel qui spontanément ne permet pas le choix. L'enfant, il naît dans une famille française, bah, il va parler le français que parlent ses parents, il va avoir la culture, la nourriture et la foi et l'éducation qu'auront ses parents et pas autre chose, sauf miracle. D'où l'importance évidemment de ces liens naturels et de ces devoirs naturels que les familles ont envers leurs enfants. Par la suite, bah, pour vivre, il faut produire quelque chose. Soit on produit sa propre nourriture tout seul dans son alpage coupé du monde et on est autosuffisant et c'est très bien comme ça. Soit on est obligé d'exercer un métier qu'on exerce soit pour rendre service aux autres, on fait un métier que l'autre ne sait pas faire. Donc si je ne sais pas réparer mes godasses, il faut bien qu'il y ait un cordonnier qui sache les réparer, à qui je vais donner en échange soit un troc, soit une pièce de monnaie qui correspondra à la nature du travail qu'il aura fait. Et donc c'est deuxième dans l'ordre d'essentialité, c'est les communautés de métiers qui sont secondes après la famille et qui sont essentielles à toute vie en société, puisque évidemment un homme tout seul peut survivre s'il sait faire tous les métiers, mais il va vivre assez frustrement. Il va se cultiver 100 mètres carrés de blé pour avoir son pain, 100 mètres carrés de légumes pour avoir ses légumes, et 3 poules et 2 lapins, mais après ça sera assez limité. Si on veut une vie riche et une nourriture variée, et des prestations, des habits, du matériel et des choses sympathiques, il faut être complémentaire et donc il faut qu'il y ait des métiers complémentaires. Et donc dans les métiers, il y a deux types de groupements qui étaient traditionnellement parfaitement fonctionnels et parfaitement naturels. C'était les corporations et c'était les trois autres types de métiers qui étaient des métiers sans corporation, mais qui étaient soit des métiers de jurande, où il y avait des gens qui juraient d'entretenir le bon esprit dans le métier en question, et qui juraient de maintenir l'honnêteté publique, etc., du métier. Il y avait des métiers qui étaient réglés par des règlements la plupart du temps royaux, et puis il y avait quelques rares métiers libres, comme justement ceux des médecins notamment, qui étaient tenus juste à des serments auprès des mains des prêtres, puisque par exemple les matrones, les sages-femmes, devaient au moins savoir baptiser pour pouvoir être capables de s'occuper de femmes qui accouchent, puisque comme il y a une grosse mortalité infantile, il fallait être apte à pouvoir baptiser en urgence un bébé qui était en train de mourir juste en même temps qu'il naissait. Donc je reviens sur les corporations. La corporation qui est le modèle, disons, supérieur des communautés de métiers, qui sont dans la plénitude de la complémentarité de leurs bienfaits, si je puis dire. Donc les corporations s'intéressaient et étaient responsables de l'apprentissage et de la certification des apprentis. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas pratiquer un métier de corporation sans avoir passé le CAP de l'époque qui prouvait vraiment l'aptitude de la personne, son honnêteté et qui certifiait sa capacité et son honnêteté. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes, et j'en ai connu plusieurs, qui ont des CAP dans un métier et qui ne connaissent même pas le BABA de ce métier. J'ai eu un jeune menuisier qui avait son CAP de menuisier, je lui ai donné juste, je crois que c'est juste à côté, ouais, une petite fenêtre à poser, neuve. Il a été me scier le nez de fenêtre, il a pris la dimension du clair de jour, il a été scié d'un même côté la différence entre la largeur de la fenêtre et la largeur du clair de jour. Alors qu'évidemment, il faut scier le nez de fenêtre un petit peu à moitié de chaque côté pour centrer la fenêtre dans le clair de jour.
Bon, c'est un truc basique de n'importe quel débile connaît. Ce garçon qui avait 19 ans, hein, qui avait son CAP de menuisier, savait pas poser une fenêtre. Après, de toute façon, ça c'était juste le sciage du nez de fenêtre, mais la fixation, il ne savait pas fixer, l'étanchéité, il ne savait pas étancher. Bref, c'est complètement dément. Autrefois, je suis persuadé qu'un apprenti menuisier du XVe siècle savait certainement fabriquer entièrement de A à Z une fenêtre, avec juste deux rabots, une varlope et un ciseau à bois et un maillet, hein, et une scie. Et la poser, bien évidemment, après. Et d'ailleurs, on retrouve aujourd'hui encore des immeubles 15e, 16e. J'en ai possédé un à Dijon. J'avais une fenêtre du 16e avec sa targette du 16e, encore en fonction, et qui est encore en fonction sur la fenêtre, donc 6 siècles après. Et donc à l'époque, on savait travailler. Aujourd'hui, plus rien n'est garanti. Donc les corporations s'occupaient d'apprentissage et de certification, régissaient en quelque sorte une sorte de plein emploi, puisque comme on certifiait les personnes, on n'avait aucune angoisse à embaucher quelqu'un, puisqu'on savait qu'il connaissait le métier. Donc si on avait un besoin, parce qu'on avait trop de travail dans son métier, on pouvait embaucher un gars qui sortait d'apprentissage ou qui avait déjà d'expérience. On avait la certitude qu'il ferait bien le travail et qu'il serait honnête. Donc ça garantissait en quelque sorte le plein emploi. Respect de la qualité et des prix, par les jurandes notamment, puisque donc c'est le serment et la qualité de la parole donnée qui était garante du respect de la qualité des prix. Il aurait été impossible de voir les scandales alimentaires qu'on voit aujourd'hui au XXIe siècle, en foutant de la viande de cheval là où on dit que c'est du bœuf, etc. Et toutes les autres saloperies. On a retrouvé récemment dans de la mayonnaise Le Sieur de l'huile de vidange de bagnole. Bon, c'est complètement dément. Par rapport à la justice, tout simplement, de l'honnêteté publique, de la santé des gens, c'est un crime, quoi, tout simplement. C'est inconcevable dans une société chrétienne et c'est inconcevable dans une société de corporation bien organisée. Parce que le respect du client et de son propre métier, les gens ils se regardent dans une glace, ils n'auraient pas pu se raser le matin, quoi. Là maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus aucune vergogne, c'est le cas de le dire, puisque vergogne ça veut dire le rouge qui monte au front, la honte. Bah, les gens n'ont plus la moindre honte à faire des saloperies tranquillement et à visage découvert, quoi. Donc respect de la qualité et des prix, et qui fait que ça a fait dire, tiens, dans la conférence de Marion Sigaud, j'ai entendu il y a 15 jours au Puy-en-Velay, qu'il y a eu une tentative de certains marchands, suivez mon regard, d'augmenter le prix des vivres, parce qu'il y a de plus en plus de pèlerins, 20 000, 30 000, 40 000 pèlerins au Puy-en-Velay, dans un tout petit bled où il n'y avait pas 10 000 personnes, il fallait alimenter tout ça, le pain et tout. Et donc il y a eu deux, trois petits malins qui ne devaient certainement pas être de bons chrétiens, qui avaient augmenté les prix du pain d'une façon considérable. Et donc l'autorité locale a complètement régulé les prix en taxant le prix, en disant le pain ne dépassera pas tant de sol ou tant d'écus, etc. Et moyennant quoi, effectivement, ça garantit l'emploi à tout le monde et ça garantit la possibilité aussi de se nourrir à un prix qui est raisonnable par rapport à la prestation fournie, quoi. Et donc enfin, le dernier aspect qui n'est pas le moindre, qui est très important, on pourrait parler très longuement sur d'autres thématiques aussi, c'est la prévoyance. C'est-à-dire qu'il était inconcevable de laisser tomber nos vieux parents, en vertu du quatrième commandement de Dieu, tes pères et mères honoreras. Ça implique que rendu vieux, impotent, malade et incapable de subvenir à leurs besoins, ça implique que les enfants, bien sûr, prennent en charge leurs vieux parents. Et bien là, dans les corporations, ça se présentait aussi au niveau des métiers. C'est-à-dire que les vieux ouvriers malades, etc., eh bien, étaient soutenus, il y avait des caisses de prévoyance, et que si on tombait malade en période d'activité, eh bien, on avait des confrères qui venaient faire notre travail à notre place pour qu'au moins les commandes soient honorées, etc., et la clientèle préservée, quoi. Et donc prévoyance temporaire en cas de maladie et relativement définitive en cas de vieillesse ou d'infirmité, etc. Rien à voir avec la Sécu d'aujourd'hui, qui rembourse de moins en moins, mais qui a de plus en plus d'ayants droit fantaisistes et allogènes, et surtout qui rembourse des tas de saloperies qui relèvent purement du vice et du crime, au lieu de rembourser les choses qui pourraient être utiles. Et puis de toute façon, la Sécu doit être détruite, mais ça sera un autre topo que je ferai, parce que c'est un concept totalement révolutionnaire et qui marche par-dessus la tête, quoi. Voilà. Donc j'en arrive après les corporations, aux communautés de clercs, qui étaient plutôt dans les domaines, bien sûr, des métiers intellectuels. Donc dans les communautés de clercs, il y avait l'université, avec trois grandes dominantes, la théologie, le droit et la médecine.
Et donc, même composition, même respect de l'appareil de données, même serment prêté, etc., par les responsables, et même fidélité qui impliquait d'ailleurs que le disciple faisait la popote et dorlotait son maître. C'est-à-dire que vous aviez un prof de philo, et ben vous lui refaisiez son lit, vous allumiez le feu de sa chambre, vous lui prépariez à bouffer, en échange de quoi le maître, bien sûr, vous enseignait tout son savoir. Mais il y avait un côté naturel qu'on a peine à imaginer, sauf d'ailleurs dans nos milieux, où spontanément, les gens qu'on aime, comme un Pierre Hila, ou comme un je sais pas quoi, ou une Marion Sigaud, bah, on a envie finalement d'avoir plus qu'une relation purement mercantile. Je te paye 100 balles pour que tu me fasses licencier en droit ou en histoire. C'est une relation bien plus humaine, et où finalement le savoir est dispensé, plus par esprit de transmission du bien que par esprit de lucre. Et donc évidemment, de telles communautés, c'est évidemment d'une part plus chrétien, mais en même temps bien plus humain. Donc théologie, droit, médecine. Alors évidemment avec une forte pression, j'allais dire morale et déontologique, qui fait qu'évidemment les médecins d'autrefois n'étaient pas les mecs aproguins d'aujourd'hui. Et donc faisait serment d'Hippocrate de soigner gratuitement les indigents. Aujourd'hui, je ne connais pas de médecin s'il n'y avait pas de CMU qui soignerait gratuitement, hein, et des pharmaciens encore moins, parce que là, le bruit du tiroir-caisse, c'est une mélodie particulièrement agréable à leurs oreilles. Dans les communautés de clercs, il y avait aussi des corps divers, qui étaient souvent des clercs mineurs et faites par des laïcs d'ailleurs, qui étaient la librairie, l'imprimerie, les messageries, la parcheminerie, donc la fabrication de parchemin, et la cirerie. C'est-à-dire que même les cierges étaient faits dans des corps divers qui dépendaient quand même de communautés de clercs. Voilà. On en arrive à la quatrième typologie de communauté, qui était les communautés nobles, avec deux grandes dominantes qu'on connaît tous, hein, la noblesse des armes et la noblesse de robe, donc avec un grand corps qui était les métiers des armes à tous les niveaux, et puis le métier de la justice, là aussi à tous les niveaux, aussi bien donc les notaires royaux que les huissiers, que tous les auxiliaires de justice qui existaient déjà à l'époque, ce qui fait que il arrive aujourd'hui, c'est un souvenir de généalogie ce que je vous donne là, mais il arrive encore aujourd'hui que dans le Lot ou comment ça s'appelle, en Aveyron, on retrouve une vieille armoire dans un grenier d'un ancêtre qui avait été juriste, et on retrouve des actes du XVIIe siècle qui n'ont pas été touchés depuis 4 siècles. Ça, c'est absolument génial, et ça permet de retrouver toute l'histoire des familles, puisqu'on trouve les moindres paysans de bled faisaient un contrat de mariage. Il disait, moi j'apporte mes 6 chemises, disait la fille, moi j'apporte mon bœuf et mes 3 poules, disait le gars, et les honoraires étaient payés sous la forme d'un poulet ou d'un truc comme ça, et tout le monde avait des contrats de mariage. Donc ça c'était les métiers de robe. Et ben voilà. Je passe à la cinquième typologie de communauté, enfin de corps, qui était les communautés bourgeoises, qui là sont très intéressantes parce que c'est exactement ce qu'on n'a plus, ou plus exactement c'est ce qu'on pourrait encore avoir mais qu'on a presque plus, c'est les communautés d'administration locale, qui sont essentiellement les maires, les consuls et les échevins. Et donc le roi et les rois successifs ont passé leur temps justement à donner des chartes qui accordaient la totale liberté de leur gestion à des communautés villageoises, comme à Angers, donc c'était en 1350 je crois. Et bien voilà, le pouvoir royal n'a plus rien à voir dans l'administration d'une communauté aussi grande que pouvait l'être la ville d'Angers, qui était immense. Et donc ça a créé des dynasties là aussi de noblesse de robe, entre guillemets, assimilées, et qui étaient les consuls et les échevins. J'ai dans mes ancêtres des consuls de Carennac, d'où sont mes ancêtres, eh bien, qui ont leurs armes et tout, avec une clé, puisqu'ils disposent de la clé de la ville, puisqu'on fermait les portes le soir. Hein. Et le blason des Teillacs, eh bien, c'est de sable à une clé d'argent en pâle. Donc de sable, c'est tout noir, et une grande clé blanche, hein, d'argent c'est argenté, c'est blanc, et en pâle ça veut dire qu'elle est mise verticalement. Eh bien j'ai retrouvé une multitude de Teillacs dans mes ancêtres, et un collatéral qui était le dernier prieur de l'abbaye de Carennac, qui a été déporté sur les pontons de Rochefort, là où il y a eu plusieurs milliers de prêtres qu'on a mis à mourir de faim, de typhus, etc., enfermés à Fontcale. Il y a eu plein de martyrs et de saints qui sont morts dans des conditions de sacrifice d'eux-mêmes magnifiques. Et ben lui, il a été repéré là
par un de ses frères ou cousins, qui était militaire sur Nantes à côté, et qui est passé, qui a vu sur les registres un Teillac, et il a été vite de faire délivrer. Mais le malheureux, il avait passé plusieurs mois à fond de cale dans les pontons. Il est à peine rentré à Carennac, il est mort d'épuisement et de maladie très peu de temps après. Et bien donc, dont Antoine Teillac est le dernier prieur en exercice qui est mort dans l'abbaye de Carennac, alors qu'il en avait été extrait pour être déporté. Et bien, il est revenu mourir dans son abbaye, qui après n'a plus jamais eu de religieux. Et voilà, donc cette famille est une famille de consuls, c'est-à-dire de ceux qui gèrent la justice locale. Hein. Donc c'est quand même très important. Donc d'autres corps locaux dans les communautés bourgeoises qui étaient communautés après l'administration, donc quand j'ai parlé des maires, des consuls et des échevins, les corps de défense comme les archers et les arbalétriers. Donc pour défendre la cité, il faut des corps de garde locaux qui connaissent bien les ennemis locaux, qui connaissent bien les usages, et donc qui en plus étant issus de la population sont forcément bien vus de la population. C'est pas comme les keufs aujourd'hui, quoi. Voilà. D'autres communautés plus petites, plus modestes, mais néanmoins très passionnantes parce qu'au contact des gens, les confréries et les sociétés. Les confréries essentiellement autour de certains métiers, mais avec une dominante plus de prévoyance, notamment maladie, et de festoiement, parce que c'est eux qui organisaient les grandes fêtes, qui organisaient aussi les pèlerinages religieux, et qui, au Grand Sacre d'Angers ici, avaient un char avec les reliques de leur saint patron, et un grand cierge qui illuminait et qui montrait l'importance de leur confrérie. Et donc à Angers, où il y avait la procession du Grand Sacre qui a duré plus de 1000 ans, et bien cette procession du Grand Sacre, c'était la procession du Saint-Sacrement. Et on se transbahutait tous les corps constitués d'abord, et ensuite toutes les confréries. Et chaque confrérie, ici, donc le sud de la ville, c'était les laboureurs, et bien c'était Saint-Isidore de Séville, le patron des laboureurs, et bien ils avaient un cierge absolument énorme, allumé, qui était trimballé sur un chariot avec des bras, comme dans les processions qu'on voit encore en Espagne maintenant. Et plus le cierge était important, plus il indiquait la richesse et la noblesse de la corporation, et surtout sa dévotion envers son saint patron. Et donc jusqu'en 1968, 68 a été la dernière procession du Grand Sacre, il y avait encore des chars de présentation des différentes confréries, dont une partie justement des confréries de métier. Et sinon, les sociétés, qui étaient souvent ce qu'on pourrait transférer, enfin transfigurer aujourd'hui en association 1901, du genre pêcheur à la ligne, joueur de boules, etc. Ou même les sociétés de boules de fort, ici dans l'Ouest, c'est assez courant, qui étaient sociétés par affinité, de loisirs, de musique, de toutes sortes de choses. Voilà. Donc, un point intéressant commun à tous ces corps intermédiaires, c'était l'élection. Seulement, évidemment, c'est pas l'élection au suffrage universel comme aujourd'hui. C'était pas non plus une élection au nombre de voix, mais c'était pas n'importe qui et pas par n'importe qui. C'est-à-dire que il était inconcevable dans une corporation, une société, une confrérie, d'élire autre chose qu'un type ultra compétent. C'est-à-dire qu'au rebours de ce que je disais en introduction, c'est pas les mecs les plus nuls, incapables de créer leur société et d'exercer un métier, qui étaient politiciens professionnels. C'est l'inverse. C'est celui qui avait fait montre d'être un bon charpentier, un bon agriculteur, qui a été élu responsable de sa corporation locale pour justement gérer les conflits, arbitrer, etc. et faire respecter l'honnêteté publique dans sa corporation, dans son métier. Et donc c'était inconcevable d'avoir un type malhonnête, un patron de corporation. Ça a dû exister parce qu'évidemment partout où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, mais il est clair que c'était vraiment les meilleurs au sens grec, aristoi, les aristocrates, c'est le pouvoir des meilleurs. C'est vrai que le meilleur d'un métier était assez spontanément élu par ses pairs, et uniquement par ses pairs, pas par des gens qui n'y connaissaient rien, était élu responsable de son groupement corporatif parce qu'il était apte à faire, étant honnête lui-même et étant prospère lui-même, à faire respecter l'honnêteté et la prospérité de sa corporation. Donc c'est très important de voir qu'en fait on parle beaucoup d'élections aujourd'hui, mais aujourd'hui on n'élit rien du tout, rien n'est responsable de rien et rien n'est honorable nulle part, quoi. Je veux dire, dans les syndicats, avec les histoires Le Pan et compagnie qui se faisaient refaire ces tapisseries pour 200 000 €, etc. C'était inconcevable dans une France en ordre et chrétienne, quoi.
Donc des capacités d'expérience et de compétences qui étaient vérifiées, des conditions d'âge et des vérifications de probité et d'intégrité. Je pense notamment au métier de sage-femme dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien, la sage-femme, d'une part, était examinée par des prêtres pour savoir s'il était capable de conférer le baptême validement, c'est-à-dire de faire couler l'eau sur la tête de l'embryon ou du bébé en train de mourir, et de dire je te baptise au nom du Père, etc. Et sinon, on ne lui donnait pas sa capacité à être une sage-femme. Et donc, dans tous les métiers, toutes les corporations, tous les groupements, partout, c'était le serment qui garantissait le bon exercice honnête de la fonction. Et donc, le parjure étant un crime, était puni de mort. Donc, c'est clair que c'était pas concevable d'avoir des gens malhonnêtes quand ils avaient prêté serment. Et évidemment, ils respectaient leur serment. Donc, on en arrive à cette triste fin des corporations par l'horrible individu Isaac Le Chapelier, qui a détruit corporation par un texte qui est épouvantable. L'extrême tyrannie vraiment de la corporation est vraiment complètement dingue, puisque dans le discours, on l'a, puisqu'il a été enregistré, pas avec un magnétophone, mais avec un scriptographe. Voilà ce que disait Isaac. Il n'y a de pouvoir que ceux constitués par la volonté du peuple, exprimés par les représentants. Autant vous dire que les représentants du peuple à l'Assemblée dite nationale, ça n'a rien à voir avec les représentants à la base d'une corporation ou d'un groupement. C'est-à-dire c'est des mecs qui n'ont rien à foutre, c'est les plus arrivistes et c'est les plus francs-macs, quoi. Il continue. Il n'y a d'autorité que celle déléguée par lui. Donc alors du coup, plus aucune autorité naturelle, plus aucune délégation naturelle et spontanée au plus bas de la base, mais que des trucs finalement préparés dans les loges. Il continue encore. Il ne peut y avoir d'action que celle de ces mandataires revêtus de fonctions publiques. Alors là, c'est encore pire, on chosifie la fonction, etc. Donc il continue. C'est pour conserver ce principe dans toute sa pureté que d'un bout de l'Empire à l'autre, la Constitution a fait disparaître toutes les corporations et qu'elle n'a plus reconnu que le corps social et les individus. Alors on revient à la grande tyrannie. Il y a un corps social informe, mais qui est déifié. Et puis il y a les pauvres individus tout seuls qui n'ont plus rien pour les défendre, puisque leurs représentants, en fait, ils ne les défendront pas. Ils ne sont pas proches d'eux, ils connaissent rien à leur métier, etc. Comme je disais dans un des topos, il y a un trou dans le chemin, là, juste au pied. Eh bien, il faut que ce soit un mec revêtu d'une fonction qui vienne vérifier qu'il y a bien un trou. Ensuite, il faut qu'il y ait un chef de travaux mandaté par le premier, qui lui-même a été mandaté par un autre chef qui a mandaté un sous-chef. Et le sous-chef mandaté vient vérifier qu'il y a bien un cul de poule, voilà, dans la chaussée juste devant. Et puis ensuite, il va falloir mandater un autre mandaté, qui va mandater son chef d'équipe, qui va mandater un sous-chef d'équipe, qu'on verra le cantonnier qui viendra boucher le trou. Mais en quoi ça aura coûté 4000 € pour boucher un trou, ou moi avec une pelletée de béton, crac, je bouche le trou tout seul en 5 secondes, ou du temps où il y avait un corps de vide, effectivement, c'était du voisinage immédiat et c'était réparé dans la demi-journée, quoi. Donc voilà la tyrannie d'Isaac Le Chapelier. Donc il n'y a plus que le corps social et les individus, il n'y a plus de corporation, il n'y a plus que l'intérêt de chaque individu et l'intérêt général. Moyennant quoi tout est réduit à des questions d'intérêt, c'est-à-dire à des questions matérielles. L'avoir qui remplace l'être. Voilà, on a tout dit, hein. On retrouve bien le problème qu'on constate tous les jours aujourd'hui. Donc il n'est permis à personne d'inspirer aux autres citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation. Alors précisément, c'est exactement ce qui protégeait les gens et qui faisait leur honnêteté et leur prospérité. Alors face à ça, c'était terrible. Mais face à ça, donc loi Le Chapelier 14 juin 1791, face à ça, Léon XIII, longtemps après, donc 150 ans après, disait dans Rerum Novarum en 1891, le dernier siècle a détruit sans rien leur substituer les corporations anciennes qui étaient pour eux, hommes des classes inférieures, une protection. Les sentiments religieux du passé ont disparu des lois et des institutions publiques, et ainsi peu à peu les travailleurs isolés et sans défense se sont vus avec le temps livrés à la merci de maîtres inhumains et à la cupidité d'une concurrence effrénée. Et donc c'était ce que constatait elle aussi Marion Sigaud, dont je viens d'entendre ça, mais je le savais déjà, mais qui le dit très clairement. En fait,
on a eu une révolution non pas du peuple, mais une révolution des marchands et dans des intérêts mercantiles. Et ces gens-là, d'une part, ensuite, n'ont eu aucune vergogne à exploiter de façon abominable dans les mines de charbon, etc., notamment en Angleterre, y faisant bosser des petits gosses de 7 ans qui poussaient les wagonnets, hein, dans les filatures du Nord, à exploiter les gamins qui ramassaient les bouts de laine, qui travaillaient la silicone et tout ça, la silicose, ouais. En respirant ces saloperies, et de mettre les gens dans une misère abominable qui a été ensuite le terreau du communisme et du marxisme, parce que les gens étaient tellement révoltés qu'on a su ensuite opportunément leur créer des régimes de mort pour exploiter leur esprit d'exploitation, enfin leur misère, quoi. Et quand on lit tout ce que Victor Hugo écrit sur la misère populaire de l'époque, elle est due aux révolutionnaires qui étaient des marchands et qui ont fait l'industrie, la révolution industrielle a été faite par les mêmes gens qui se sont appropriés les biens d'église, les biens des nobles, qui se sont fait du pognon et qui ne visaient qu'à ça. C'est une révolution bourgeoise et mercantile. Et on est toujours dedans. Donc, vous voyez en 3 lignes ce que disait donc Léon XIII, hein, qu'on a laissé les travailleurs isolés sans défense, livrés à la merci de maîtres inhumains et à la cupidité d'une concurrence effrénée. Aujourd'hui, c'est plus la qualité du travail bien fait qui fait qu'on va faire une belle table, un beau carrelage, une belle charpente, c'est vraiment le pognon immédiat, la fortune anonyme et vagabonde, et c'est même mieux, maintenant on fait des sociétés qui n'ont plus ni d'employés ni de production, qui se contentent d'encaisser des dividendes. Alors c'est le summum du capitalisme sans frein, de la fortune anonyme et vagabonde, qui fait de l'argent avec de l'argent, sans aucun travail, sans aucun mérite, sans aucune production réelle, quoi. Alors c'était déjà condamné par les pères d'église comme Saint Jean Chrysostome, qui dès le IIIe siècle avait des mots extrêmement virulents contre cet argent qui fait de l'argent, mais ça a été évidemment condamné par tous les papes, surtout au XIXe, après avoir constaté tous les ravages de la révolution industrielle, où les gens étaient affamés, etc. Mais en plus, dans l'ordre des métiers eux-mêmes, ça a fichu de bazar, parce que la concurrence n'a plus de limite, et donc il n'y a plus de prix. Aujourd'hui, on peut acheter une tondeuse à 50 balles, fabriquée en Chine par des pauvres mecs qui sont payés avec un bol de riz toutes les 3 semaines. C'est épouvantable. Et donc, il n'y a plus de qualité standard à laquelle on puisse se raccrocher. Donc, même sur le plan purement de l'avoir, du matériel, bah, c'est un désastre. En plus d'être évidemment un désastre pour les pauvres humains. Donc, bah, cette tyrannie, je concluais, cette tyrannie qui ne fait que perdurer, perdure encore avec tous ses effets dévastateurs. Voilà. Notons bien aussi que dans le même temps, le même Isaac Le Chapelier était radicalement contre l'affranchissement des Noirs, qu'il ne considérait même pas comme des êtres humains. C'est exactement comme Voltaire, qui détruisait l'Église, qui disait que les moines et l'Église étaient des pervers et je sais pas quoi et des profiteurs, mais lui il a fait toute sa fortune sur la traite négrière, il faut le savoir. Hein, le fric monstrueux qu'a engrangé Voltaire, c'est à 80% de la traite négrière. Et après, il s'est fait bien voir de certains rois et princes qui critiquaient juste avant, parce que c'était les princes protestants qui lui ont donné 150 000 livres. C'est-à-dire l'équivalent de 750 années de travail d'un ouvrier. Voilà le genre d'individu, en vertu des principes duquel on vit aujourd'hui notre société voltairienne. Elle est rousseauiste dans l'éducation des enfants et dans son esprit de ses lois. Et je vous ai montré les 2 absurdités de ces 2 mecs, en vertu desquels on vit sur des faux principes depuis maintenant 200 ans. Voilà. Et donc, esclavagiste, il ne faut pas l'oublier, tout comme la famille d'un certain BHL, etc. Enfin, c'est une annexe. Voilà. Essentiel aussi de remarquer que la gueuse, dans ses toutes premières lois, s'attaque et ruine radicalement les fondements même de la vie humaine par la destruction de la famille, loi sur le divorce du 20 septembre 1792, et par la destruction de tout lien social naturel, loi Le Chapelier du 14 juin 1791. Et donc ma conclusion, par conséquent, on ne pourra restaurer la société chrétienne qu'en restaurant sur le plan naturel les corps intermédiaires naturels, ceux voulus et bénis par Dieu. Question de 3 secondes. Isaac Le Chapelier, c'est catholique comme garçon? Eh ben voilà, beaucoup ont dit que c'était un marane. J'ai d'énormes logiciels de généalogie. Je suis remonté jusqu'au tout début du XVIe. Et c'est de la toute petite noblesse de Rome, anobli d'ailleurs en 1740, donc très peu de temps. Son père a été anobli en 1740. Donc non, c'est pas un marane,
Et c'est même pas un protestant. Il s'appelle en fait Guy Isaac Nicolas Le Chapelier. On l'appelle Isaac, peut-être pour se faire bien voir des Paul d'Ève, je sais pas. Mais j'ai cherché vraiment. Et il y a ses mères, ses grands-mères, ses arrière-grands-mères, sur un siècle et demi, c'est que des prénoms bien catholiques. D'accord. Mais ça arrivait ou pas? Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Mais en regardant ma généalogie, j'ai vu que j'avais un ancêtre qui s'appelait Isaac. Donc c'est. Alors, ce qui peut arriver, c'est que dans certaines généalogies protestantes, on donnait quelquefois des prénoms bibliques. Seulement chez les Et donc, protestants. quand vous êtes, par exemple, dans le nord du Gard, du côté de Nîmes, tout ça, dans ces coins-là, vous avez des généalogies entières de gens qui sont entièrement protestants. Vous avez Judith, Isaac, Jacob, etc. Et c'est vraiment des bons chrétiens. Il y a des généalogies comme ça. Quelquefois, des bons catholiques donnent des prénoms très bibliques. Par exemple, on peut se prénommer David sans être forcément de la race élue, quoi. Donc, mais en l'occurrence, non, ils sont même pas protestants, ils sont vraiment bien bretons. Son père était au présidial de Rennes. Mais maçon en revanche, ouais, c'est ça. Maçon, très certainement, pas son père, mais lui, certainement. Lui, oui. Et d'ailleurs, dans le logiciel, c'est très très bien indiqué aussi. Mais non, c'est qu'il y a vraiment des gens qui se mettent à mal penser, quoi. Tout le problème revient à ce que disait très très bien le grand Pascal. Pascal, oui. Apprenons à bien penser, c'est là le principe de la morale. Quand on pense tordu, on agit tordu. Et c'est ce que chantait la Royale. Si tu veux ta délivrance, pense clair et marche droit. Et donc, si on pense pas clair, on marche pas droit. Et le problème, notre travail, c'est vraiment justement notre conversion intellectuelle et morale. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment. Il y a l'étude, mais il y a aussi la prière, et ça va de pair pour faire des esprits qui pensent droit, quoi. Alors moi j'avais relevé peut-être deux, trois petites choses. Donc la famille est un corps, la commune et la région. Alors dans cette optique, est-ce que ça fait partie des corps intermédiaires d'avoir un certain fédéralisme, féodalité ou plutôt un État-nation plus centraliste? Plus centraliste, oui. Non, en fait, ce qui est historiquement réussi chez nous pendant plus de 1500 ans, c'est vraiment une monarchie qui est paternelle. Et donc, en fait, la monarchie n'est pas du tout, la monarchie très chrétienne française, n'est pas du tout un régime de tyrannie. Tyrannos en grec, c'est la force. C'est pas la force pure, c'est pas la force brutale, c'est pas l'autoritarisme brutal. C'est une autorité très importante, issue de Dieu, puisque tout pouvoir vient de Dieu, comme c'est dit dans l'Évangile. Mais le roi est le père des pères. Et donc, on n'imagine pas un père qui soit un tyran domestique, un père qui tabasse ses gosses, c'est pas un bon père, c'est un maltraitant, c'est tout. Donc, on peut avoir, et on doit avoir une autorité naturelle, mais paternelle. Et le roi, il est le père des pères. Et donc, dans une relation de père, il n'y a même plus d'histoire, ni de, comment dire, de loi, ni de discutaillerie, de chipotage juridiste. C'est une relation filiale. Quand mon père me demande de lui passer le pain, je ne signe pas un contrat avant de lui passer le pain, je lui passe le pain. Quand il me demande d'aller faire une course, j'y vais gentiment et j'apporte la course. Et moi, si je demande quelque chose à mon père, comme dit l'Évangile, si je demande du pain à mon père, il ne me donnera pas une pierre en échange, hein, il me donnera bien du pain. Parce que, bah, évidemment, tout doit être fondé sur l'esprit de l'Évangile. C'est absolument clair. De toute façon, c'est la base de tout. Si on n'a pas l'Évangile comme base de notre vie, rien ne peut fonctionner bien. Parce qu'on sera toujours tiraillé par nos appétits propres, par notre colère, par notre égoïsme, par nos sensualités, par nos désirs. Et à ce moment-là, on aura tendance à devenir tyrannique, impur, injuste, voleur, et coléreux, etc., etc. Tous les péchés capitaux. Et donc, si tout ça n'est pas tempéré par les vertus chrétiennes, rien ne fonctionnera. Et c'est pour ça qu'en fait, par rapport à un fédéralisme qui est contractuel, etc., il y a une relation qui est plutôt, j'allais dire, d'ordre paternel, pas au sens paternaliste dominateur, mais au sens du père qui veut le bien de ses fils. Et de la même façon que les fils doivent vouloir le bien de leur père, en vertu du quatrième commandement. Et comme de toute façon le quatrième commandement ressort du premier, puisque Dieu est père, on doit respecter nos pères en vertu aussi du fait qu'ils tiennent quelque chose de Dieu, hein. Donc, et d'ailleurs, il faut savoir que le quatrième commandement est dans la première moitié des commandements, c'est-à-dire ceux qui concernent Dieu, qui sont les plus graves. Le quatrième commandement, il est même avant le cinquième, qui interdit le meurtre. Donc c'est plus important et c'est plus vital pour mon salut d'honorer mon père et ma mère que de ne pas tuer mon voisin.
Ce qui veut dire que les enfants qui abandonnent leurs parents, ou les parents qui d'ailleurs s'occupent pas de leurs enfants, qui les éduquent pas, eh bien c'est quand même quelque chose de très très grave. C'est d'ailleurs ce qui a disparu, et ce qui a fait qu'en coupant la tête de Louis XVI, en coupant la tête du père des pères, on a coupé la tête de tous les pères. Et qu'aujourd'hui, non seulement on a coupé la tête, mais on aura même coupé autre chose, puisqu'il n'y a plus aucune autorité, le père est dépouillé de tout. Et bon, Si un père donne une baffe à un de ses gosses, ça y est, il est collé au tribunal, et il est déchu de tout, etc. Donc on est dans un monde de dingue, où effectivement les gamins vont être des petits robots. On se servira des parents uniquement pour les concevoir et pour les porter dans le ventre de la mère. Et après c'est l'État qui va prendre le relais, qui va bourrer le crâne, formater les gosses, et qui les mettra en rang par quatre, comme Staline dans l'armée rouge, où vraiment on déifie l'État et on enlève le côté paternel. Et on enlève le côté aussi rapport à Dieu. Si c'est l'État qui est Dieu, c'est plus Dieu qui est Dieu. Et donc c'est pour ça que je me méfie beaucoup des régimes comme ça qui déifient l'État, qui déifient l'autorité, parce que on abdique, on enlève ce qu'il y a le plus doux, le plus suave dans la relation humaine, c'est la relation de père à fils et de fils à père. Et on enlève en fait l'essentiel d'une relation vraiment humaine qui est vraiment l'amour. Si j'ai des relations que contractuelles, franchement c'est pas sympa. Moi j'ai envie de faire un sourire à ma boulangère quand je lui achète mon pain. J'ai pas envie d'avoir une relation seulement mercantile. Bah, c'est encore bien plus fort dans la famille. Si je dois avoir une relation que contractuelle avec mon père, qui a des droits, je dois mettre mon père au tribunal pour qu'il me donne une pension alimentaire, parce que dans le code civil c'est ça. On en est là. Mais c'est complètement dément quoi. Si c'est pas régi par l'esprit de l'évangile qui est un esprit d'amour, eh ben c'est régi par un esprit mercantile, juridiste, et donc au final tyrannique, inhumain, et qui aboutit aux absurdités socialo-mondialistes actuelles. Quoi. C'était absolument passionnant, je ne voudrais pas que vous preniez mal. Merci. Et moi, ça m'a fait pareil, j'ai dormi 2 heures, mais j'ai tout écouté, c'était super intéressant. Et du coup, à notre petit niveau, comment on peut faire pour essayer de rétablir ces corps intermédiaires? Comment ces corporations sont apparues? Elles sont apparues justement de façon naturelle, parce que dans un groupe humain, spontanément, il n'y a pas besoin d'une élection pour dire que quand on est tous perdus, c'est le mec qui sait mieux servir d'une carte et d'une boussole qui va nous tirer du pas. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans mes camps scouts, pas personnellement, mais il y a plusieurs de mes patos qui se sont paumés. Bah, dans une équipe, il y a toujours un mec qui est plus doué que l'autre, dans un domaine ou dans un autre. Et spontanément, c'est celui qui est le plus doué dans un domaine qui va prendre la responsabilité et le leadership du domaine en question. Et donc, dans les familles, c'est comme ça que ça se passe, mais dans les groupements naturels, c'est comme ça. Au sein d'une même communauté villageoise, dans un hameau de 10 maisons, par exemple, 10 foyers, bah, objectivement, il y en a un qui va être plus doué pour les lettres, un autre pour le droit, un autre pour autre chose, et spontanément, il y en a un qui est élu chef du village. Hein. C'est comme chez Astérix. Hein. C'est pas forcément le plus intelligent, mais c'est certainement le plus compétent, le plus communicant, le plus équilibré dans sa façon d'apprécier les choses, qui va être reconnu par ses pairs, et on va le mettre sur le parvois, et hop, on va le monter sur le plateau, voilà, hein, et comme Clovis, hein, ça c'est clair et net. Hein. Et qu'est-ce qui empêche concrètement cet ordre naturel de se mettre en place en fait? Bah justement, c'est l'esprit révolutionnaire qui veut que chacun soit apte à être président de la République. Enfin, c'est du délire, quoi. Est-ce que chacun de vous se sent capable d'être vraiment chef d'un État, avoir toutes les compétences pour fédérer tout ça? C'est évidemment pas possible. D'ailleurs, les gens de métiers simples, mais qui ont le bon sens, des paysans de base, des artisans de base, eux-mêmes, quand on leur en parle, ils disent ah non, évidemment, on n'est pas capable. Parce que je pense aussi que, paradoxalement, ils veulent surtout nous déresponsabiliser, Mais bien sûr. nous décapabiliser, quoi. C'est-à-dire que, en fait, on doit être spécialisé dans un domaine, en fait, et ne savoir faire que ça, en fait. Et c'est exactement ça. On est arrivé dans un monde d'hyper-spécialisation, où on ne sait plus faire autre chose qu'une tâche unique, précise, parcellisée, et on a complètement perdu la globalité de la chose, et ça nous rend complètement esclaves, parce qu'à ce moment-là, on n'a plus que la petite pièce d'un puzzle, où il faut nécessairement qu'il y ait un grand gourou qui organise le tout pour que ça puisse tourner. Et en plus, on est incapable de rien. Moi, comme disait Sora, là, il y a très longtemps, j'avais entendu un truc comme ça, très intéressant, où il disait, mais moi j'aimerais, comme autrefois, comme en 1900, on choisissait son châssis, le châssis était fait par le charron, on allait voir ensuite un dinandier qui, au lieu de marteler du cuivre pour faire une gamelle, allait me faire les ailes de ma bagnole, suivant le dessin que je lui donnais. Et ensuite, on allait voir un motoriste qui me fabriquait un moteur dans la gamme de puissance dont j'avais besoin et que je souhaitais, soit plus puissant, soit moins puissant. Et ensuite, j'avais un mécano qui me montait l'ensemble pour me faire ma bagnole sur mesure à moi.
qui n'était pas la même que celle de mon voisin. Jusque dans les années presque d'avant-guerre, ça a été quasiment comme ça. Un charron de campagne, j'en ai connu un il y a encore 10 ans, je ne sais pas s'il vit encore. Il était charron, c'est-à-dire qu'il savait faire des roues de charrette. Il était charpentier. Il m'a fait un corbeau pour mon manoir, qui est en place d'ailleurs. On dirait qu'il est du 15e, mon corbeau. Dans un vieux bout de chêne que je lui ai amené, il l'a fait, il m'a pris 10 balles. Enfin, un truc, ça n'existe plus aujourd'hui, des gens comme ça. Il était forgeron. Donc voilà un gars capable de prendre des bouts de ferraille, de vous fabriquer des essieux, de fabriquer les roues qui vont dessus, de souder tout le châssis qui va dessus, de le garnir en bois ou en tôle pour en faire une charrette complète. Des métiers comme ça existaient couramment pendant 2000 ans. Pourquoi aujourd'hui on ne sait plus faire, qu'on est hyper spécialisé, ou qu'on est obligé de faire des chaînes d'assemblage? Dans les chaînes, les gens sont spécialisés. Et du coup, ils sont inaptes à faire autre chose que la petite tâche minable. Des métiers aliénants, quoi. Et c'est aliénant parce qu'on n'a pas le temps de penser ni rien. Le paysan qui ensemence son champ, qui fait le charrouage, qui prépare, qui ensemence, qui voit grandir, qui récolte, etc., il a un métier en sa complétude. Voilà pourquoi, entre autres, on s'est acharné à la Révolution, et on s'acharne encore, contre les paysans, parce que c'est les derniers métiers indépendants. Ouais. Un vigneron pareil. Et tous les métiers artisanaux réels, c'est vrai, on noie les artisans aujourd'hui sous des tonnes de règlements à la con, sous des réglementations, des normatisations, des normalisations, des certificats et des coups de tampon, qui ont pour but de faire chier les gens et de les empêcher d'être indépendants. Parce que la République et le mondialisme n'aiment pas les gens indépendants. Les gens indépendants sont une force de résistance considérable à l'avancement des fausses idées. Une nageate dans les campagnes, si elle dit un garçon c'est comme une fille et tout, elle se prendrait 2 paires de baffes. Alors que là, dans les cénacles ministériaux, elle peut se permettre de raconter ses conneries. Et puis on lui dirait, bah écoute, va donc nous faire récurer les gamelles et puis on verrait ce que ça donne. Est-elle capable de faire des frites, un bon miroton, on n'en sait rien, ou un bon couscous, vu son origine. C'est complètement hallucinant. Et en fait, nos propres grands-mères, enfin en tout cas les miennes, avait ce côté holistique. Une mère de famille, ça sait tout faire. Ça sait faire la couture, la bouffe, etc. Ça fait la psychologue, ça fait l'amoureuse avec son mari, ça fait toutes sortes de choses. L'artiste, moi ma mère sculptait, modelait, etc. Une mère de famille, même de la très haute société, savait tout faire. Un aristocrate d'avant-guerre savait tout faire. Même s'il ne le faisait pas ou qu'il le faisait faire s'il avait de la fortune. Moi j'ai vu des grandes propriétés agricoles ici. Monsieur de Chanterac savait manier la charrue. D'ailleurs, il avait conçu des manies à charrue. Et d'ailleurs, toute la renaissance de l'agriculture après la Révolution au 19e, avec toutes les fermes modèles qu'on voit dans tout l'Ouest, en Bretagne, en Anjou, en Mayenne, etc., elles ont été refondées par des aristocrates qui ont refait les sélections d'animaux. Toutes les races bovines et ovines dans l'Ouest, dans le Grand Ouest et en France entière, ont été resélectionnées par des aristos, portent même quelquefois le nom de l'aristo en question. La race Ménanjou, la race bleue numène, c'est 2 races de moutons qui ont été sélectionnées par des familles dont on sait encore les noms, les 4 barbes et tout ça. Et ils ont recréé l'architecture qui allait avec. Les fermes modèles, avec les grandes arcatures de briques, on peut se balader en Sevrin, on en verrait plein. C'est absolument sidérant, comme même le paysage a gardé l'empreinte de ces gens géniaux qui ont reconstitué tout ce que les colonnes infernales avaient cramé. Ils avaient cramé toutes les fermes, les propriétés, les châteaux, il ne restait plus rien. Les églises, tout cramé. Ils ont recréé et les bâtiments et des nouvelles méthodes d'agriculture. Et l'école d'agriculture d'ingénieurs d'Angers a été refondée par les jésuites, avec dans le corps professoral, à l'origine, 4 ou 5 aristotes, les grandes familles de l'Ouest, qui sont tous, dont les arrière-petits-enfants étaient mes copains de classe, quoi. C'est absolument évident. C'est des élites naturelles qui réinventent sans cesse des choses. Et quand ce n'est pas des gens issus d'élites comme ça, ils deviennent à leur tour des élites. Il n'y a aucun problème. Il n'y a jamais eu de fixisme dans l'Ancien Régime. Des gens qui se comportaient mal perdaient leur noblesse. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'un Cahuzac a planqué son pognon, que tel autre a volé, etc. Ils sont à nouveau ministres après, ça ne les gêne pas, ils paraissent en public. Et à l'inverse, des gens de toute petite extraction pouvaient très bien devenir nobles. Je pense à Duguay-Clin, qui se bagarrait depuis l'enfance. Il a accédé à la noblesse comme ça. Surcouf, il voulait se marier avec la fille d'un noble de Robe, je ne sais plus où, de Bretagne. Il a dit, de toute façon, moi, je veux tant, il faut que vous ayez tant de revenus pour ma fille. Il a attendu 3 ans, il s'est mis à la garde de course, mais à 15 ans, 16 ans. Il a fait la garde de course, c'est-à-dire qu'il est devenu corsaire du roi.
Et quand il est arrivé, il a aligné les 5000 livres sur la table de son beau-père en disant voilà, voilà ce que vous me demandiez, je veux votre fille. Et donc à 16 ans ou 16 ans et demi, il s'est marié avec la fille qu'il voulait. Et Surcouf est devenu une grande lignée de noblesse absolument phénoménale. Ça a été un capitaine magnifique. Et après, les Surcouf ont fait souche dans la noblesse ancienne, parce qu'après, on trouve des Surcouf partout mariés avec des filles de ceci, de machin, de cela. Donc il n'y a aucun fixisme dans les élites chrétiennes, qu'on peut dire d'Ancien Régime, mais qui sera aussi une résurrection des élites, une nouvelle noblesse, qui sera due effectivement au mérite, à la compétence, à l'honnêteté, au sens chrétien. Il n'y a aucun problème. Un mec équilibré, qui connaît bien son métier, qu'il soit charpentier ou qu'il soit homme d'armes, il aura des responsabilités si il combine toutes les qualités, il n'y a aucun souci. Les élites, c'est naturel, ça se constitue naturellement. Même nous, à notre niveau, enfin j'ai pas d'enfants, mais ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que nos enfants justement soient ultra débrouillards et savent. Ah bah là, de faire nous-mêmes tout, se quoi. former, aussi bien intellectuellement que manuellement, d'où vous voyez quand même le fait que avec mes 3 licences et mes 2 doctorats, je sais planter des carottes, Ouais, ouais, c'est je ça. sais faire la cuisine, je sais faire la maçonnerie, la plomberie, le reste. Mais ça n'empêche pas, quoi. J'ai par ailleurs des connaissances intellectuelles. Il faut vraiment les deux, franchement. Il n'y a rien de plus idiot qu'un mec intellectuel qui ne sait pas planter un clou, et rien de plus idiot qu'un mec qui veut être que charbonnier. Moi, je suis charbonnier, j'ai la foi du charbonnier. Ben non. Non, j'ai connu, moi, un charbonnier à Lyon. Il était cofondateur de la chapelle Tradi, la première chapelle Tradi à Lyon. Et ben, ce mec était charbonnier qui sculptait à l'époque les sacs de charbon sur le dos pour les monter au 6e étage dans l'ascenseur pour chauffer les petits poils des mémés dans les années 60 encore. Hein. Et bien, ce gars-là, bien nettoyé en costume, chantait l'intégralité de la messe grégorienne à la chapelle Tradi qu'il avait fondée à Lyon. Et il connaissait par cœur les bouquins de Barbier, Crétino Joly, etc. sur la contre-révolution. Il connaissait tout, hein, sur la gnose et compagnie. Et maintenant, même ce qu'on. Donc, ça m'énerve quand j'ai des amis qui sont intelligents, et des amis âgés, hein, maintenant des gens plus qu'âgés, et qui me disent ah oui, mais moi je me contente de le charbonnier. Je dis non, c'était une amie. Bon, vous êtes agrégé de lettres, vous ne pouvez pas me dire que vous devez avoir la même foi. On doit avoir son niveau de théologie et de connaissances intellectuelles au même niveau que son métier, que son niveau de métier. Donc, cette amie étant agrégée de lettres, elle aurait dû être agrégée en théologie. Voilà, elle doit avoir le même niveau de sciences religieuses que de sciences profanes. Mais si on a. Aujourd'hui, c'est atterrant quoi, de voir qu'on se contente de rien du tout. On connaît rien à ces religions, on connaît rien. Alors comme on connaît rien à l'histoire de ces religions non plus, on ne sait pas se défendre. Quand on entend des musulmans ou des protestants nous raconter des sornettes, on ne sait pas répliquer. Moi dernièrement, j'ai vu 2-3 vidéos de prêcheurs musulmans, mais j'ai failli exploser de rire quoi. Parce qu'ici, tu as tout à lire, 2 ou 3 passages d'évangile. Il n'a rien compris au film, c'est du contresens complet, il n'a rien compris même au sens littéral du passage qu'il cite. Bon, un mec qui connaît un tant soit peu sa religion, on peut le foutre en l'air en 3 secondes. Quoi. Voilà. Bon, un protestant, par exemple, vous le mettez à terre en une seule argument, c'est vous prétendez n'obéir qu'à l'écriture. C'est très simple, Luther, c'est 1450, je sais pas, qui a transmis l'écriture avant Luther ? Luther, il n'a pas inventé l'écriture, elle ne lui est pas tombée du ciel. En accouchant de Luther, sa mère n'a pas accouché d'une Bible. La Bible a été transmise évidemment par l'Église. Et donc, si pendant 15 siècles l'Église nous a transmis l'écriture, pourquoi subitement l'Église serait mauvaise et que ce serait Luther qui aurait découvert la Sainte Écriture Bon, et puis après, il y a tous les arguments connexes. C'est-à-dire, oui, les catholiques, ils ne connaissent pas l'écriture. Ah bon ? Et le bréviaire que tous les prêtres, tous les religieux, toutes les religieuses, tout ce qu'ils chantent là, ce qu'on appelle vêpres et tout ça, c'est quoi ? C'est que les psaumes de l'écriture. Tous les psaumes de David, 150 psaumes, eh bien, un prêtre, quand il lit son bréviaire, un religieux, un bénédictin, etc., une religieuse, si elle chante l'office divin toute la semaine, en une semaine, elle a chanté les 150 psaumes du roi David. Donc quand on nous dit que la Sainte Église ne connaissait pas et n'utilisait pas l'écriture, c'est complètement aberrant. Non, mais ils disent que le peuple, ils ne laissaient pas le peuple avoir accès aux écritures. Non, oui, mais ça c'est un faux argument. C'est un faux argument avec une base de vrai. La base de vrai, c'est que dans la bulle Unigenitus, le pape de l'époque, au XVIIe siècle, a condamné une proposition. C'est-à-dire que, vous voyez, on appelle proposition un argument. Quoi. Et l'argument d'un gallican de l'époque, d'un janséniste de l'époque, c'était de dire il est utile et nécessaire à tout un chacun de lire la Bible. Eh bien non, cette truc a été condamné par le pape. Mais pourquoi a-t-elle été condamné ? C'est que si vous lisez la Sainte Écriture,
sans aucune note, sans explication. Et puis d'abord, dans quelle traduction vous allez la lire? Parce que traduction veut dire aussi trahison. Et donc, c'est d'ailleurs très très bien vu, parce que les protestants, ils ont des Bibles dans lesquelles il y a 4 livres ou 5 livres en moins. Pourquoi? Parce que dans ces livres, on parle du purgatoire. Or, comme eux, ils nient le purgatoire, ils n'ont rien trouvé de mieux que de supprimer le livre des Maccabées ou d'autres livres qui parlent du purgatoire, qui parlent du sacrifice à faire pour le repos de l'âme des morts. Donc, s'il est mort, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas besoin de sacrifice. Comme on parle de sacrifice, ils ont viré le livre des Maccabées. Donc, d'une part, la question de traduction, et d'autre part, la question d'explication. Parce que vous avez quand même des trucs où vous avez les filles de Lot qui couchent avec leur père, etc., pour avoir une descendance. Bon, rendu au XXIe siècle, ça s'appelle de l'inceste. Mais à l'époque des patriarches, il fallait repeupler la terre. Et donc c'était légitime. Mais ce qui était légitime à l'époque n'est plus légitime maintenant. Donc lire ce genre de trucs, sans explication, ça pousse les gens à des conneries. Bon, comme la plaisanterie idiote du mec qui va se suicider, il appelle SOS Amitié, qui est tenu par un protestant. Allô, j'ai envie de me suicider. Je lui dis, lisez donc votre Bible, et puis obéissez à ce qui est dit dans la Bible. Le gars, il ouvre sa Bible, il dit, va et repens-toi. Bon, il va se rependre, et puis voilà. Bon, débile, mais derrière le côté débile et enfantin de cette plaisanterie idiote, il y a la réalité qu'on ne peut pas appréhender la totalité de l'écriture très facilement. Il y a énormément de choses cachées, il y a des choses ambiguës, et il y a surtout des choses qui ont énormément de choses ambiguës qui ont plusieurs sens. Le sens direct littéral, par exemple, David engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, etc. etc. Bon, ça, c'est factuel, c'est le sens littéral, c'est évident. On prend la généalogie, et à mon avis, on est 80% français de souche à descendre de Charlemagne, donc à descendre de Clovis, puisque Charlemagne descend de Clovis, et donc à descendre du roi David. Donc vous et moi, tous, je pense qu'on doit en descendre. Et donc, il y a le sens donc, littéral, le sens figuratif, et le sens anagogique, figuratif. C'est qu'il y a des choses qui sont des préfigurations. Par exemple, Melchisédek, qui est Melchisédek, ça veut dire la justice, le prêtre de justice, qui offre un sacrifice. C'est une préfiguration de Jésus-Christ, qui est le prêtre parfait, le prêtre de justice, qui va s'offrir lui-même en sacrifice. Donc, voilà. Et le sens anagogique est un sens mystique duquel on tire des conclusions pour nous-mêmes qui sont transférables dans notre vie, quoi. Par exemple, le bon larron qui s'est repenti, c'est pour nous donner l'exemple que nous aussi, même si on pêche et qu'on pêche gravement, on peut toujours jusqu'au dernier moment se repentir. Donc voilà pourquoi l'Église a interdit effectivement de lire la Bible tout seul, comme ça, sans traduction connue et reconnue, sans aide, sans note, sans rien. Donc après, dès les années 20, quand les gens ont commencé à être un peu lecteurs, parce qu'il faut reconnaître que jusqu'au 19e, les gens ne lisaient pas beaucoup, les papes ont fait faire des traductions avec des notes et tout qui expliquent les choses. Voilà, et donc on peut très bien lire une Bible. Là, aujourd'hui, il y a des traductions au crampon. La meilleure, c'est la Glaire, qui est une traduction du XVIIIe siècle, magnifique, avec des notes formidables, des cartes et tout. Elle a été rééditée par Diffusion Fin des Temps, mais elle est un peu chérotte, elle fait 68 €, je crois. Sinon, il y a la Crampon chez je sais pas quoi. Sinon, il y a les évangiles chez Soral, mais on s'en fout, les évangiles, vous les trouvez sur Le Bon Coin, vous trouvez des évangiles à 2 €. Hein. Mais une bonne Crampon, essayez de chercher si vous trouvez une Crampon sur Le Bon Coin. Ouais, une Crampon, il y a toutes les notes, ça vous permet de vérifier. Mais ça ne sera jamais suffisant par rapport à des explications énormes. Vous imaginez que Saint Jean Chrysostome, Saint Cyril de Jérusalem, Saint Augustin, tous les pères d'église ont écrit des bouquins, mais énormes, pour expliquer le sens de l'écriture. Sur 2 phrases de l'écriture, Saint Augustin vous pond un sermon de 4 pages, et qui est pas un sermon fleuve, c'est vraiment plein de sens, qui vous dissèque tous les sens, littéral, anagogique, tout ça. Donc, faut pas se contenter de la Sainte Écriture tout court comme ça, quoi. Mais bon, d'un autre côté, moi, je peux pas mettre ma soutane et puis me mettre à prêcher. Mais il faut étudier, ça c'est absolument clair. Et donc étudier les courants d'études politiques, mais surtout connaître sa religion à fond, parce que c'est vraiment la base de tout. Vous en pensez quoi de la Bible de Chouraki? C'est une truanderie faite par un paldev. Hein. Oui, mais en fait, c'est quoi, à quel niveau ça joue la truanderie? Ça peut être intéressant pour avoir le vrai sens, le sens, être vraiment dans l'esprit des mots originaux, en fait, ça peut être pas mal, non? Oui, mais non, parce que ça a déjà été fait par Saint Jérôme.
D'accord. Et Saint Jérôme, lui, il a fait avec l'aide de Chouraki de l'époque. Ouais. C'est-à-dire qu'il a Avec payé Rachid. Saint Jérôme a payé des rabbins Ouais. pour lui expliquer et disséquer. Mais il a eu lui-même l'inspiration du Saint-Esprit et surtout, il a eu son esprit catholique, son sensus fidei, son sens de la foi, qui lui a fait enlever toutes les truanderies que les rabbins lui expliquaient. Par contre, grâce à ces rabbins, il a évidemment eu tout le sens profond. C'est pas avec Rachid Du- aussi, Non, c'est pas lui qui s'appuyait sur Rachid. Il y a des saints qui s'appuyaient sur Rachid. Non, c'est Saint Jérôme dans sa grotte, là qu'on voit avec sa plume à la main et puis son crâne à côté, qui a traduit tous les livres anciens, massorétiques et tout ça, directement de l'hébreu ancien en latin, et qui a traduit les évangiles qui étaient, pour certains, déjà au stade de papyrus en grec, qui les a traduits en latin. Et ça a donné ce qu'on appelle la Vulgate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule chose reconnue comme traduction officielle de l'Église, c'est la Vulgate. C'est-à-dire c'est la Bible traduite par Saint Jérôme à partir de l'hébreu et à partir du grec en latin. D'accord. Et donc moi, le latin de l'Église est très facile, le latin de Saint Jérôme est très facile, vous prenez une Vulgate latin-français, là c'est génial, vous avez absolument tout. Et puis après, évidemment, il y a tout le commentaire qu'ont fait les pères de l'Église. Mais Chouraki, comme c'est un juif, il a fait une Bible juive. Ouais. Donc il atténue tout le sens des mots. Donc là où le sens du mot veut dire vraiment une jeune fille vierge au sens de jeune fille vierge, Ouais. c'est-à-dire à l'époque où les jeunes filles ne couchaient pas, Ouais. donc où elles étaient vraiment vierges, et chez Chouraki, ça veut Mariée. vouloir dire la jeune fille. Ouais. Donc Marie, par exemple, va être une jeune fille. Oui, D'accord. bien sûr. Ah ouais. Sauf que le sens du mot jeune fille dans les premiers temps de l'Évangile, c'était bien indiqué que c'était une jeune fille pure et vierge. Et donc voilà, le nom de la Vierge était Marie, ça c'est la traduction Crampon. La traduction Chouraki va dire, et la jeune fille s'appelait Marie. Alors évidemment on simplifie, c'est comme la Bible, j'en ai trouvé une à 50 centimes ou 20 centimes, je crois, soldée, resoldée, chez Carrefour, je l'ai prise. La Bible en français courant. Oui c'est du français courant, mais Oui, c'est pas brillant, quoi. Comment s'appelle cette édition d'ailleurs? C'est un truc de poche, elle a été soldée 4 fois, je l'ai eu à 20 centimes, je crois, ou 30 centimes. Ouais, c'est tout des Donc protestants. voilà, je l'ai dans ma bibliothèque, mais des versions de la Bible, j'en ai Louis II, 5 ou 6 au Pas moins. Louis hein. II, c'est ça? Non, Louis II, ça c'est protestant. Oui. La Bible II, c'est protestant, donc il y a des livres qui manquent. Oui, Donc prenez pas une seconde pour prendre des références bibliques, vous aurez pas. Non. Le plus simple et le plus rapide, moi c'est ce que je fais quand je prépare un topo, c'est que tout est là, et donc je tape ce qui est là. Par exemple, je sais pas, un passage, un mot de Jésus. Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. Ça, c'est le mot de Jésus. Parce que j'ai eu une conne là dernièrement pendant le carême qui disait que le jour du vendredi saint, elle allait aller bouffer un McDo avec plein de popcorn et du caramel, et ensuite se faire une séance ciné avec les gosses qu'elle garde. Alors je lui réponds, ouais, mais sauf que les vrais chrétiens, eux, ils sont au pied de la croix de Jésus. Il dit, non, on s'en fout, puis cet esprit de pénitence, c'est débile et tout. Alors je lui mets entre citations, si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. Je ferme la parenthèse, mais je dis pas qui avait dit ça. Et elle rajoute, quel est le con qui a écrit ça? Alors je lui dis, Jésus-Christ, Matthieu 16.5, je ne sais plus exactement, mais voilà. C'est Jésus qui est rapporté dans l'évangile de Saint Matthieu. Voilà. Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. C'est clair qu'il y a une obligation de pénitence. Cette conne-là ne voulait pas. C'est une moderno acharnée, complètement acharnée. Voilà, si elle ne veut pas faire pénitence, elle périra comme tout le monde. Hein.